Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, Place des entrepreneurs. Chaque jour, l'UPE 13 reçoit 4 chefs d'entreprise du territoire. J'ai le plaisir de les accueillir ce matin. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. Je remercie la région et la région Sud et Cage Business School pour leur soutien. Bonjour Nina. Bonjour. Donc je suis Nina Baudel, je suis la dirigeante de la société Sobi qui exploite 5 instituts de beauté en franchise Body Minute et Nail Minute sur Marseille, situés sur le Prado, la Valentine, le Vieux-Port, juste à côté de l'UPE 13 et le Centre Bourse. Voilà, ce sont des instituts exclusivement féminins et sans rendez-vous. Merci. Bonjour Jean-Philippe. Donc moi je suis Jean-Philippe Levray, donc je suis le pilote de la structure Impact Engineering. Donc on est 250 personnes aujourd'hui sur la totalité du territoire français et on gère ce qu'on appelle de facility management, enfin une dérive de l'ingénierie industrielle. Voilà. Merci. À Grance, Salon de Provence 13. Merci. Bonjour Hugues. Bonjour, Hugues Ranreau, je suis dirigeant associé du groupe GSA Prado Assurance, présent à Marseille et à Montpellier, 42 collaborateurs, aux côtés de Franck Recoin et Adrien Swatton, et ravi d'être avec vous ce matin. Ravi. Bonjour Christian. Bonjour, donc moi Christian Dallaporta, donc je suis responsable de Provence Service Trading and Moving. On fait de la logistique internationale, on transporte toutes les choses un peu atypiques partout dans le monde, qui passent de la voiture, de la moto, des petits avions, des choses pour des pétroliers, voilà. Tout ce qui sort un peu de l'ordinaire et qui est compliqué à transporter, on fait les architectes du transport. Voilà. On est à Marseille, on est une petite boîte, on est à peu près entre 10 et 15 suivant les périodes. Et puis voilà, on fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. On a beaucoup, tout le monde a été très impacté par ce confinement. Vous, Nina, vous êtes dans le commerce, donc commerçante, 5 enseignes directement dans la rue, des commerces non essentiels, directement, tout a fermé. Vous pouvez nous raconter comment vous avez géré la crise? Comment j'ai géré la crise? Je crois que la première des choses, c'est dire la violence avec laquelle on doit la gérer. Parce que vous avez probablement vécu la situation comme moi, nous sommes des chefs d'entreprise, nous avons toujours une stratégie à court, moyen et long terme, un plan A, un plan B, un plan C, et on nous a demandé de fermer l'ensemble de nos établissements en 24, voire 48 heures. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre ADN, c'est-à-dire stock, gestion, communication, avenir. Ça a été déjà très compliqué à ce niveau-là. Donc on a rapidement baissé les rideaux et on a mis tout le monde au chômage partiel avec toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer parce que c'était une grande première pour tout le monde, pour toutes les équipes des URSSAF, de la Directe et ainsi de suite. Et puis il a fallu gérer le personnel, il a fallu leur dire que tout allait bien. Nous on a pris l'option de se dire écoutez, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter, donc lâchez prise et vivez ce moment comme le moment que vous ne vivrez jamais. Profitez de vos proches, reposez-vous, kiffez. Ouais. Et puis quand on reprendra, mais pour l'instant, vous êtes en sécurité, il n'y a aucun problème, on veille sur votre job et vous profitez. Nous, dans le bac, on fait ce qu'il faut. Et alors quand ils ont repris dynamique, les salariés, la reprise, ça se passe comment? Ils sont très motivés ou c'est anxiogène? Alors, c'est bien entendu anxiogène parce que, notamment sur le premier confinement, on nous expliquait tu sors, t'es mort. Donc soit tu sors, t'es mort, soit tu tues quelqu'un. Donc c'est quelque chose de difficile. On a quand même des personnes qui sont jeunes, qui ont des parents, qui sont également mères de famille. Nous, en tant qu'institut de beauté exclusivement féminin, on a des jeunes mamans également. Et on a aussi la chance d'avoir des jeunes femmes qui sont passionnées par leur métier et qui sont extrêmement proches de leurs clientes. Donc, de par notre métier, où c'est un métier où les normes d'hygiène, par défaut, sont complètement respectées, où tout était déjà en place, naturellement, avant que le protocole sanitaire nous soit imposé. On a eu, oui, à investir dans des plexis, mais nous travaillons déjà avec des gants, nous travaillons déjà avec des masques, nous désinfectons systématiquement. Et si dans l'esthétique, on ne respecte pas l'hygiène, on peut se poser la question de la durabilité de l'entreprise. Nous, ça fait 12 ans qu'on est en place, on a plus de 7000 clientes au travers de nos 5 instituts, donc tout devait bien se passer.
Et nos collaboratrices étaient extrêmement enthousiastes de reprendre leur métier, qui n'est pas que leur métier, c'est avant tout leur passion, et de retrouver leurs clientes qui étaient elles aussi impatientes de nous retrouver. Alors vous, Jean-Philippe, vous avez 250 salariés. Comment eux, ils ont vécu le télétravail, le retour au travail, ce climat anxiogène, vous nous en avez parlé, ça a été très difficile? Je dirais que la majeure partie je disais, comme ma collègue, c'est que nous on travaille pour l'industrie pharmaceutique. Donc les normes d'hygiène, les normes de pratique de la non-contamination, on les pratique un petit peu tous les jours. Donc forcément on est dans quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui est vécu, je dirais, de façon habituelle. Donc la façon de travailler, la nouvelle façon de travailler avec le confinement a été relativement acceptée correctement. Ce qui est difficile, c'est que nous, ça a été les fonctions support en général qui ont perdu de la pérennité en termes de télétravail, en termes d'activité partielle, parce que les activités, je dirais, support, que sont les services de qualité, les services de sécurité, les services d'organisation du travail, ont été mis en repli, entre guillemets, et c'est ceux-là qui ont créé, entre guillemets, un relatif anxiogène, parce que ils ne savaient pas où ils allaient, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en extérieur, alors que toute la partie productive était, elle, à 400% de surcharge. Beaucoup de commandes plein et finalement il faut déployer une énergie folle pour les salariés. Alors il faut déployer une énergie folle pour les salariés, mais surtout de la très grande communication, de la très grande... les rassurer, enfin leur apporter le soutien logistique qu'il faut en termes d'équipements techniques, d'équipements masques, d'équipements parce qu'il y a une surconsommation, on parlait tout à l'heure de coûts, mais on a une surconsommation des équipements et aussi une surconsommation, je dirais, de communication, de relais de communication, et le groupe de direction et de pilotage se retrouve avec des problématiques qui ne sont pas les problématiques habituelles, quoi. Même si on a l'habitude de changer de pôle tous les jours, là c'est du matin au soir, on sert un petit peu de relais de communication pour rassurer, de transmission ou de traduction de ce qui se passe à la télévision pour pouvoir dire c'est pas tout à fait comme ça que ça s'applique, on est dans un cadre différent. Il faut vraiment assister les salariés. Il faut les assister, les rassurer, parce que en fait, on sait tous que la communication qui est faite à la télévision n'est pas tout à fait la vraie réalité ou applicative telle que. Et donc forcément, quand on se retrouve avec nous aussi beaucoup de salariés, ça veut dire qu'on passe énormément de temps dans la relation humaine et dans la ressource humaine. Et c'est ça qui est critique, quoi. Les machines, c'est un peu plus facile. L'homme et la femme, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors ça nécessite beaucoup d'investissement. On parle de cette communication dans les médias qui est très compliquée et qui parfois est assez inaudible et difficile à lire, même ces phases de confinement. Vous représentez le secteur de l'assurance, assurance bashing. Dans les médias, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été pris entre le marteau et l'enclume, finalement? Exactement. Je crois que la communication des compagnies d'assurance ne nous ont pas facilité la tâche. Il faut juste rappeler que nous sommes intermédiaires d'assurance. Nous sommes un des groupes régionaux les plus importants avec 42 collaborateurs, une présence Marseille-Montpellier. Notre job, c'est de défendre l'intérêt de nos clients et pas ceux des compagnies. Donc on a été dans des mesures de bon sens. D'abord, on est resté ouvert, contrairement aux banquiers qui avaient fermé. On a assuré des permanences pour répondre à des questions précises. Donc, c'était des questions extrêmement pratico-pratiques. Comment je peux décaler ma trésorerie, mes primes d'assurance pour pouvoir alléger ma trésorerie. Garder les garanties, parce que beaucoup de compagnies faisaient en sorte que des suspensions puissent arriver très vite. Et nous, on s'est battus pour ça. On a essayé aussi de donner des conseils de bon sens parce que beaucoup de sites étaient vides et inoccupés, et donc ce sont des périodes où il y a beaucoup plus de sinistres, où les sites sont plus visités, et donc il a fallu être, je dirais, très proactif par rapport à ça. Et puis je rejoins ce que disait Jean-Philippe, sur la partie interne, il a fallu rassurer. Donc on a mis évidemment toutes les mesures de protection au niveau de nos collaborateurs, et on a assuré une permanence. Alors du coup, ça a créé un lien, donc on est très content de ça, parce que je trouve qu'il y a eu un effet de corps qui s'est créé, peut-être
qui a été facilité grâce au Covid. Je sais pas si... Au premier confinement, vous avez tous fait travail? Non, on a été à 80% en télétravail. Les associés sont restés sur le pont, ce qui était évident. Et puis les fonctions support aussi. On avait au moins une personne en sinistre qui était présente. Et on a fait des calls, qui sont des calls, voilà. Donc des rendez-vous. Des rendez-vous, voilà, et qui étaient très attendus, où tout le monde a pu s'exprimer. Ça durait des fois 1 heure, 1 heure et demie. Et ça a créé vraiment un lien. Donc on est très satisfait de ce point. Et puis, notre job étant, nous, on a à 98% des clients qui sont des entrepreneurs, de la start-up au très grand groupe. Et donc, il a fallu vraiment être dans l'accompagnement, dans l'écoute. Et quelquefois, on a dépassé notre rôle de simple intermédiaire d'assurance, puisqu'on est souvent dans le premier cercle des dirigeants, au même titre que l'avocat ou le banquier. Et donc, on a été extrêmement sollicité. Donc, du coup, ça a créé un lien. Il a fallu créer une différence par rapport aux autres intermédiaires. On a cette chance d'avoir une taille critique dans le groupe et ce qui a permis de déléguer des compétences et d'obtenir je dirais des points de réduction et d'économie que peut-être, sans que ce soit péjoratif, le petit agent ne pouvait peut-être pas négocier auprès de la compagnie. Donc on a fait tout ce qu'on a pu, mais c'est vrai qu'il y a eu cette assurance bashing et heureusement que tous nos clients comprennent. Voilà, les clients le comprennent, la communication avec le client se passe bien, le client comprend. Je répète que nous, notre job, c'est de défendre l'intérêt des clients et pas ceux des compagnies. Donc c'était très important. Oui. Et vous, alors, Christian, vous faites beaucoup de transport donc à l'étranger. Exact. Vous avez vécu une situation compliquée, vous receviez du transport, mais vous ne pouviez pas en envoyer. Vous pouvez nous raconter ça? Alors, nous, c'était pareil, c'était violent. Et moi, je me rappelle toute ma vie, c'est le jour où notre chef nous a dit il faut fermer et rentrer à la maison. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas fermer la porte, partir, qui va surveiller les entrepôts je me voyais dans des zones, dans des films d'horreur où en fait les magasins étaient pillés et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Il y aura forcément un lendemain, quoi. Donc ça, je me suis fait vraiment une grosse frayeur. Et puis en fait, le lendemain, ce que j'ai fait, moi j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les collaborateurs parce qu'il y en avait quelques-uns qui sont restés à la maison les premiers jours. Et pour les tenir un peu au courant, donc j'ai demandé un peu à tout le monde d'animer, de papoter, de dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils ne ressentaient pas, mettre des photos, n'importe quoi. C'était super convivial. On a toujours gardé ce groupe. Combien vous êtes? On est à peu près, on va dire, entre 12 et 13 personnes. Et on a gardé donc ce groupe WhatsApp et on l'anime, pareil, chacun anime avec des petites des photos de travail parce qu'on fait beaucoup de chargement de matériel. Donc voilà. Ça a été un bon point. Ça fait partie des outils que vous avez pu développer quand il y a des activités qu'on ne peut pas faire. On a vu qu'on se concentrait sur d'autres choses. Alors, il manquait un peu peut-être d'humain. Oui, alors non, parce que moi je suis très proche de mes collaborateurs. On est tous entre mes copains, ça se passe super bien. Donc j'avais pas ça, c'était plus pour essayer de fédérer dans ce moment un peu critique qui était quand même atypique, quoi. Donc c'est vrai que ce petit groupe a fait du bien. Pratiquement 3 jours après, on s'est téléphoné avec des copains qui ont des boîtes pareil en se disant mais on est au bureau mais tout est fermé, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas rester comme ça. Donc c'est vrai qu'après avec un autre copain qui était rentré dans mon capital, on va dire 2 jours avant, je l'appelle, je lui dis écoute, ça fait une belle affaire. Et il me dit non mais de toute façon on va trouver des solutions. Donc on a papoté et on s'est lancé on s'est dit on y va de toute façon. On avait tous les tenants et les aboutissants, on s'est lancé dans l'achat de masques. Donc en Chine. Donc c'est vrai que ça nous a un peu, on s'est pas enrichi, mais ça nous a sauvé la feuille de match parce que en fait l'activité déménagement international, nous on a une activité, on va dire industrielle où on fait des grands projets, où on transporte des machines, des outils, et un département déménagement où on fait que du corporate, que des patrons de boîtes ou des cadres qui sont mutés à l'étranger, qui arrivent de l'étranger. Donc beaucoup de gens revenaient des conteneurs étaient déjà en route, donc arrivés. On ne pouvait pas faire de déménagement, donc la chambre syndicale nous avait interdit. Donc j'ai changé un petit peu, on a fait des bons transports au lieu des lettres de voiture. Au niveau juridique, ça a le droit, mais on n'a pas le droit de faire de manutention chez le client. Donc en fait, on déchargeait ou dans des garages ou dans des pièces, on demandait aux gens de sortir, on posait toutes les affaires. Il est laissé 48 heures, 72 heures, parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur de toucher un colis, il ne fallait pas toucher les courses pendant 3 jours, c'était n'importe quoi, à mes yeux, mais bon. On ne savait pas, donc c'est facile à dire après. Et donc ça s'est passé relativement bien. Pendant 2 mois, on a fait et un petit peu de déménagement, de transport, beaucoup de masques. Donc on a eu des camions qui arrivaient de l'aéroport Charles de Gaulle, ils arrivaient. Mais c'était affolant parce que j'avais des lots de masques dans l'entrepôt. J'avais l'impression d'avoir des iPhones avec moi. C'était une horreur. Ce qu'on disait, c'est que les masques, le coût de transport était une horreur, le coût d'achat était une horreur.
Et bout à bout, une boîte valait vite fait 80 centimes, quoi. Donc quand vous aviez 400-500 000 masques, on a rentré presque 1 million. Donc ça a été lourd. Oui. Donc voilà, ça nous a bien aidé. Et puis après c'est reparti, le déménagement. Beaucoup de gens, beaucoup de Français sont revenus ici en France, d'étrangers. Donc on a eu beaucoup de retours. Donc au niveau des flux, on a perdu beaucoup de volume parce qu'il y a beaucoup moins d'étrangers qui sont venus s'installer sur des boîtes françaises. Et les Français, les gros groupes français ramenaient plutôt leurs expats. Donc ça nous a fait des volumes, on va dire, intéressants. Mais on a quand même fait beaucoup moins de chiffres que les autres années. Mais on a mieux travaillé parce que plus de déplacements, plus rien, donc les coûts sont moindres. Donc c'est vrai qu'à la fin, le bilan ne va pas être trop mauvais, quoi. Moi, on se sent bien, quoi. Alors vous, Nina, au contraire de Christian, vous avez eu des problèmes de coûts sur les fournitures. Vous pouvez nous en parler? Ça a été un vrai souci de déconfinement, ça. Pour l'avenir 2021, l'agriculture tarifaire est compliquée. Je peux vous en parler. Comme je vous le disais, on est rentré dans le premier confinement. Avec l'ADN du chef d'entreprise, problème, solution, action, réaction, on y va, on est des fonceurs, parce qu'encore une fois, on est formaté comme ça. La réalité a été tout autre. La première problématique, ça a été le masque. Je regrette tellement de ne pas t'avoir rencontré avant. Oui. Mais j'avais des plans c'était. Moi, j'ai sauvé, alors c'est vrai qu'on a sauvé, oui, j'ai sauvé un gros groupe de la région, parce qu'on leur a fourni 400 000 masques en l'espace de 10 jours. Et dès c'était quoi, pratiquement entre fin mars et début avril, on a été super réactifs. Donc c'est vrai que c'était j'ai sauvé, non, mais j'ai dépanné beaucoup et c'était mon but, c'était moi en tant que Marseillais, je voulais aider les Marseillais. Et j'avais appelé donc l'UPE, j'avais appelé la Chambre de commerce, j'avais appelé Jean-Luc Chauvin en disant voilà, j'ai des plans, s'il y a des copains ou des boîtes qui sont vraiment dans la nasse, qui doivent redémarrer et qui leur font des masques, je suis là. Voilà. Donc on est vrai qu'on a. Donc comment ça s'est passé pour nous? Comment ça va se passer aussi en 2021? Déjà, avant. Alors, je t'assure qu'il y a vraiment... il y a ça. Premier confinement, allez, c'est un nouveau défi, c'est intéressant, on se réinvente, je ne supporte plus ce mot. Et puis, au fur et à mesure, tu découvres une autre réalité. La première des choses, c'est donc le concept Body Minute, c'est un concept sans rendez-vous, dédié exclusivement aux femmes, sur lequel tu as un abonnement à 9,90 € par mois et qui te permet d'avoir toutes les prestations possibles et imaginables à prix coûtant. Épilation 5 €, semi-permanent 15 €. Tout ça fait qu'on marche très peu sur les prestations. À partir du moment où on a été confiné, bien entendu, on a arrêté tous les abonnements. Donc toute rentrée d'argent, 0. Le masque, avant le confinement, je le payais 0,03 centimes d'euros. C'était offert presque. Pour chaque esthéticienne, pour chaque cliente. On génère à peu près 30 à 60 clientes par jour, par institut. Et on a, quand on était encore 5 instituts, puisqu'on en a rassemblé 2 pour un souci d'économie entre-temps, on avait 33 salariés. Donc ça fait un coût qui est énorme. Sur une épilation des demi-jambes, une fois que j'ai enlevé l'EDF, le coût de la masse salariale, le coût, il me reste 10 centimes d'euros net en poche. Sur un masque à 0,03 centimes. Si je dois rajouter les gants, la boîte de gants, je l'ai payée 3,90 €, les 100 gants. J'utilise 2 gants pour chaque cliente. Cette boîte, elle est passée à 17,90 €, voire même elle est en rupture puisque c'est fabriqué. 3,90 €, 17,90 €, c'est incroyable. Non, mais c'est le masque le plus fréquent. C'est plus que le cours de l'or. Ah oui, non, mais c'était dingue. Ah ouais. C'est dingue, c'est absolument dingue. Et encore, le masque, tu peux le garder 4 heures. Les gants, tu les changes systématiquement entre chaque cliente. Donc ça devient complètement hallucinant. De là, tu rajoutes aussi la désinfection. Donc on désinfectait bien entendu entre chaque cliente. Ça, on le faisait déjà avant. Mais là, tu nettoies pas que le basique. Tu nettoies les murs, tu nettoies le porte-manteau, tu nettoies la poubelle, tu nettoies la poignée. Donc tu as à peu près 10 minutes par cliente, ce qui représente à peu près 2 heures par esthéticienne par jour. Donc en termes de productivité sur un schéma tel que le mien, c'est une catastrophe économique. Autre problème qu'on n'a pas vu venir, le télétravail. Magnifique pour enrayer le confinement. Sauf que pour une boîte comme la mienne qui travaille avec des femmes actives, dynamiques, puisqu'encore une fois, c'est le sans rendez-vous, moi, mon business. Elles viennent pendant leur pause déjeuner. Tu vas au Sospa, tu vas chez Clarins, tu as
un luxe fantastique, la bougie, la déco. Moi, le luxe, chez moi, c'est le sans rendez-vous et c'est quelque chose que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Sauf que les clientes, je vais faire une caricature, j'espère qu'elles m'en voudront pas. Mais quand on est chez nous, quand on travaille chez nous, il y a eu des parodies à la télé. On a tous travaillé tranquille en pilou-pilou derrière l'ordinateur. Oui, personne ne sait épiler les sourcils, c'est ça. Tu places la caméra un peu plus loin. Les sourcils à la limite, bon, ça passe. Mais ça devient tout de suite très très compliqué parce que qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être belle, mis à part pour toi, et c'est même presque un problème psychologique féminin, tu le fais pour les autres. Si tu ne sors plus, donc si tu n'as plus l'exigence de la représentation de ton métier, si tu ne sors plus avec tes copains, si tu ne vas plus voir ta famille, si tu ne fais plus rien, tu restes confiné chez toi. En plus, c'est vrai que ça a été une facilité, généralement, ça a été souvent aux femmes de garder les enfants et d'être en télétravail. Donc ça, on ne l'avait pas mesuré, mais on a eu une perte de clientèle qui a été colossale, colossale. Donc c'est vrai que sur coup, marge, c'est même pas marge qui ont baissé, c'est on est à perte, perte de fréquentation, productivité complètement limitée, et puis ce coup de grâce, quoi, ce coup de grâce où d'un coup on t'annonce une deuxième fois qu'en 24 heures, il va falloir refermer. Tu vas fermer. On ne te laisse pas une semaine pour laisser le temps aux clientes pour s'organiser, pour vider tes stocks. Moi, j'avais investi 10 000 € pour préparer ma campagne d'octobre-novembre. J'avais acheté mes stocks, j'avais fait toute ma PLV, j'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle. Et c'est là où vraiment, en qualité d'entrepreneur, parce qu'avant le confinement, on était déjà bien chargé, tu vois, le chef d'entreprise, c'est l'enfoiré, c'est l'ordure, c'est le mec qui se gave. On ne voit pas le fameux schéma du bœuf qui tire la charrue et tout ça, personne ne le voit. C'était déjà difficile avant. On est tous un petit peu essorés par le système économique français, par les charges, par tout ce qui se passe avec les salariés, les arrêts maladie, les accidents de travail. Je vous le passe, vous êtes tous au courant et vous subissez la même chose. Donc, mais ça fait partie du job, tu es motivé, tu es volontaire, tu as choisi ton job, donc tu continues, tu y vas à fond. Confinement, bam, on te fait fermer en 24 heures. Qui te fait fermer une entreprise en 24 heures? Qui te fait réouvrir en 4 jours? Tu ne peux pas faire des trucs comme ça. C'est compliqué. Et aujourd'hui, moi j'appelle ça, encore une fois, c'est un peu ironique, mais je le pense, c'est une technique de guerre. Tu vois ce que je veux te dire? On te caresse, on te met une baffe. On te caresse, on te met une baffe. À la fin du premier confinement, on était tous pleins d'ambition, on s'est réinventé, on a trouvé de la ressource, on a dit allez, on y va, on est à fond, on est motivé. Et du jour au lendemain, en 24 heures, bam! Et là, ça te fait quand même augurer. Ça, c'est le commerce. 24 heures, c'est le commerce. Les commerces ferment tous en 24 heures. Il y a des sociétés qui sont restées en place, qui ont continué leur turnover et autres. Vous, quand on a parlé du deuxième confinement, Jean-Philippe, comment ça s'est passé? La structure. Le carnet de commandes, il est plein. On voit arriver 2021, on est très motivé. On n'a pas de soucis dans la chaîne de fabrication. À part le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt pour le stop and go s'il y avait un troisième confinement? En fait, la problématique, c'est, comme on vient d'en parler, le carnet de commandes, il est plein, les demandes sont pleines, mais la partie, volonté d'aller au travail dans de bonnes conditions est pas présente, quoi. Donc en fait, la plupart de la population, entre guillemets, française, n'est pas super volontaire parce que ils entendent à la presse, à la média, etc. toute la journée qu'on va bientôt tous mourir, que c'est très grave, qu'on doit rester confiné à la maison. Pour sauver et donc les vies. ça prouve pas... sauver les vies, il faut rester à la maison. Ouais, et ça donne pas envie d'aller augmenter un petit peu l'outil de travail, quoi, entre guillemets. Donc c'est un petit peu ça qui est inconfortable. Dans mon cas, c'est que le carnet de commandes, lui, il est rempli, mais on peut pas le exploiter. Les médias sont très alarmistes, en fait, ils desservent le... Il faudrait les confiner, en fait, aussi. Il faudrait les confiner. Je suis assez d'accord. Le deuxième confinement a mis la deuxième claque. Ouais. Donc la première claque, elle a été encaissée. Encaissée parce que en tant que chef d'entreprise, on a tout mis sur le pont pour remédier à tout ça.
L'été a été un peu difficile à vivre parce que l'été, chez nous, c'est un peu les vacances, donc ça n'a pas forcément remotivé les gens à se remettre au travail. Et le confinement est arrivé juste après l'été, donc forcément, je dirais c'est presque la troisième claque. L'inertie. Donc en fait, là, on est dans une période où je pense que la fête de fin d'année va se préparer, donc on va recevoir la quatrième claque. Et on va devoir redémarrer janvier-février après avoir pris 4 ou 5 claques, quoi. Donc c'est compliqué. Hein. Vous aussi, c'est comme ça, Christian? Deuxième claque au deuxième confinement? Non, nous, encore une fois, on a eu une première claque, mais moi, elle a duré 48 heures, quoi, le temps de me dire, je peux pas rester comme ça, mais on avait la chance de pouvoir travailler quand même. On a trouvé des petites parades. Alors, est-ce qu'on est plus agile si on est 20 que si on est 250? Je pense complètement. Ouais, hein. Ah oui, à l'inertie, nous, c'était facile. Puis je dirais qu'on est une dizaine, douzaine, mais on a fait tourner la boutique à 5, 6. Et les autres étaient en télétravail, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient, entre guillemets, mais je forçais même pas, parce qu'on arrivait quand même à faire tourner la maison avec 6 personnes. Et donc les autres collaborateurs faisaient tourner aussi la boutique, mais je n'ai pas compté, quoi, je ne regardais pas, et c'était pas le débat, quoi. Il fallait qu'on trouve des solutions, donc on a avancé. Et ça s'est passé, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai qu'on est soucieux pour la suite, parce que c'est vrai qu'une troisième vague peut faire mal, quoi. Non, moi je pense par contre que tous nos collaborateurs sont vaillants, sont prêts à partir, sont prêts à y aller. Je pense que tous les collaborateurs avec qui on travaille sont dans une forme extraordinaire. Mais ils ont des informations parallèles qui fait que ça les démotive. Moi, je rejoins ce que dit Jean-Philippe. Je crois qu'il y a une volonté de participer de façon collective pour s'en sortir ensemble. Enfin, nous, c'est ce qu'on a mesuré au sein du groupe. Comment peut-on matérialiser le service, l'accompagnement? Comment peut-on aider nos clients? Parce que nous, on a un poste d'observation, on a quasiment 1500 entreprises assurées chez nous, donc des petites, des grandes, secteurs d'activité à l'international, pas international. Et chacun a essayé de trouver une solution. Donc on a eu cette espèce de réflexion collective. Exactement. Donc il y a eu cette première phase dont tu parlais qui était de rassurer, de donner de la visibilité, de donner de la projection. Donc on essaie de se mettre à la place des gens. Et puis côté client, il a fallu notamment, nous on a fait des plans de prévention, on a essayé on a un outil de cartographie des risques qui permet très facilement, selon la taille des entreprises, des codes APE, etc., de passer un peu à la moulinette tous les contrats, afin d'optimiser les coûts, que ça soit plus digeste et que ça permette d'avoir un poste d'allègement de coûts. Mais en effet, c'est pas simple, parce qu'il faut que ce soit collectif. Et nous, on est dans un métier de service, donc il faut que l'état d'esprit, et c'est ce à quoi, avec Franck Recoin et Andreas Swatton, on a veillé à ça, c'est d'essayer que l'état d'esprit soit toujours là. Le service, l'écoute, être disponible en permanence. Et il y a des clients qui prennent des dispositions pour 2021 en pensant au stop and go, un troisième confinement. Nous, ce qu'on observe, c'est que d'abord, il n'y a pas de visibilité. Pour un chef d'entreprise, piloter sans visibilité, c'est le pire. C'est la confiance, la visibilité. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de visibilité. Donc c'est facile, comme tu disais tout à l'heure très justement, de se réinventer, mais enfin, sauf qu'il y a des business où on ne peut pas se réinventer. Vous avez beau être extrêmement talentueux avec des associés, tout le monde est sur le pont, mais... À un moment donné, on peut pas. Je te donne un exemple. Hein. Un click and collect. Oui, non. C'est ça. Épilation click and collect, non. Oui, ça, on a bien vu qu'il y a des commerces, les restaurateurs d'ailleurs, on les salue, on les a beaucoup soutenus. Et pour répondre à ta question, nous, manifestement, il y a des gens qui ne vont pas sortir indemnes de cette crise, parce que le business fait qu'ils ont beau se réinventer, être talentueux, etc., c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas. En tous les cas, il y a un décalage. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, mais moi, quand j'entends ces discours inaudibles à la télévision en permanence de tous ces gens qui se disent mieux savoir que tout le monde, qui ne sont pas sur le terrain, c'est l'envie d'entreprendre. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'autour de moi, il y a des gens qui commencent à être découragés, et pourtant ce sont des warriors, comme tu disais tout à l'heure. On est là, on va au combat, mais trop, c'est trop. Et je vois qu'il y a des gens qui arbitrent, qui investissent moins, qui sont prêts à vendre leur boîte, qui sont prêts à... Il y a moins l'envie d'avancer. Oui. De voir ce qui va se passer. Après, l'État assiste beaucoup aussi, hein, quand même. Oui. Donc c'est vrai qu'on est... Voilà. Donc après, on se dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre tranquillement, prendre des subventions, les aides et revenir. Donc est-ce qu'on fait le dos rond ou alors au contraire, on part au
combat. Quand tu parles d'aide, tu parles de quoi exactement? Non, mais moi, tu as raison. Moi, dans ton C'est cas, la je question ne que connais je pas. voulais te poser. Mais Concrètement, voilà, moi, au niveau du PGE, ça nous a fait une belle bouette on va dire, pour naviguer. Parce Ah bah que- oui, moi, ça a été un bonheur. PGE, pour moi, Ouais. alors après, tu as une dynamique qui est différente, tu as des personnes qui rentrent au capital. Moi, je suis URL, donc je suis moi avec moi toute seule. Moi, un PGE, c'est une pelle pour enterrer mon trou, quoi. Oui, oui. J'avais Ça- remboursé tous mes crédits. Non, mais Tu toi, vois dans ce ton que cas, je parce veux que dire tu n'as rien rentré. Moi, c'est l'enfer. Ouais. Non, bien 12 sûr. ans Non, bien sûr. d'investissement Tu de perds vie, tout. de Non, mais celui qui ferme, c'est l'horreur. acharné, Ouais. 90 heures Ouais. par semaine, au moment où tu as remboursé tes crédits, Ouais. où tu commences Voir le jour, à vivre. pim. Non, mais je suis d'accord. Et je vais te dire même plus, aide rien, parce qu'aujourd'hui, donc PGE, pour moi, définitivement, c'est l'appel qui t'aide à creuser ton trou, point barre. L'endettement, aujourd'hui, est-ce que s'endetter, c'est s'enrichir, compte tenu de ce qui se passe et avec C'est ce que je l'opacité disais, l'envie du lendemain? d'entreprendre. Je fais partie des gens, on me connaît un petit peu ici, je fais partie des gens qui sont toujours extrêmement enthousiastes et qui ont toujours des solutions à tout parce que j'aime ça. Je regrette de le dire publiquement, mais je fais partie aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont essorés. On a pris un premier uppercut. Non, mais c'est sûr. Il n'y Là- a rien qui rentre. Donc, Tu te guéris un peu, bon, tu as un peu des hématomes, t'en prends un deuxième sur la gueule. Il fait très très mal celui-là et tu sais que tu vas en prendre un troisième. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt à un moment de se remonter, de te remettre à bloc, de mettre des plans d'action, sachant que tu vas te le reprendre? L'envie, elle est moindre. Et puis, j'ai le sentiment, moi, d'être maltraité. Ouais. D'être Finalement- maltraité par mon gouvernement. Finalement, on est tous d'accord là pour dire qu'on n'a pas besoin d'aide, d'assistance financière, on a besoin d'une méthode pour ne plus fermer. non, c'est de travailler. On a besoin de travailler. On a besoin de C'est travailler. ça, c'est le nerf de la Et guerre. après, c'est ça. On a besoin d'une méthode. Alors si, on a besoin d'une aide, mais une aide qui est adaptée. Tu regardes moi, j'ai une société principale et à chaque fois que j'ai ouvert un magasin, ce sont des établissements secondaires. Oui. On estime que je suis une grosse société. Oui. 4 petits instituts de beauté avec 4 esthéticiennes à l'intérieur. T'as l'impression que je suis une grosse boîte? J'ai droit? Non, mais c'est les salariés qui sont très aidés aussi. Hein. Je veux dire, nous, les entreprises, si on met tout le monde au chômage, entre guillemets, ça fait du bien, mais ça n'empêche pas que la boîte a quand même un loyer à payer, un photocopieur à payer. ça. Nous, on a des entrepôts, on a des chariots élévateurs, on a du matériel, donc ça coûte. Donc, mais je trouve quand même que l'État a vachement assisté les salariés, peut-être trop aussi, hein, parce qu'on revient après à ce que tu disais, c'est-à-dire les mecs n'ont plus envie de bosser. Non. C'est-à-dire que c'est plus tranquille à la maison, on leur dit que c'est dangereux de sortir, donc on vous paie quand même 80% ou 95%. Pourquoi partir au combat? Il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est vrai que c'est un. Mais je trouve quand même que l'État a fait pour ceux, pas pour ceux qui sont fermés, parce que c'est pathétique, ça je suis d'accord. Mais pour les boîtes qui arrivaient à tourner, ils étaient en mission à côté. On a eu des reports de charges si on voulait de l'URSSAF. On a eu complètement. Voilà. Donc c'est vrai que moi je suis du côté très positif de la vie. Parce que, d'abord, c'est mon caractère, et aussi parce que ma boîte a quand même flotté en 2020. Mais après le PGE, moi j'en ai bénéficié. J'ai pris 10% de mon PGE, juste pour ma petite bouée et traverser au cas où il y avait un coup de moins bien. Mais Christian, Mais voilà. par rapport à ce que disait Nina, justement, Rien à vous voir. êtes tous les deux Ah oui, de à l'opposé. tempérament très positif, Ah oui. sauf que de Une par la t'arrêter et l'autre structure continuer. exactement. Donc c'est là où c'est Sauf très que très inégal. Là où c'est inégal, c'est que sur les commerçants qui sont fermés, on t'attache les pieds à une pierre. Doucement, C'est pas toi qui l'as choisi. Et puis t'attends. T'attends que. C'est l'horreur. Moi j'ai des copains Et- pareils dans ton même cas. Il n'y a juste, rien de pire que de ne pas pouvoir mettre en place des stratégies. Non, tu n'as pas le droit. Tu vas avoir disais, le droit de le faire. Tu peux pas. Et il y a Donc, pas de visibilité. voilà. Et tu peux rien faire. Surtout, c'est que tu peux rien faire. peux rien Tu vas faire. fermer et tu vas attendre qu'on te Et quand donne tu vas réouvrir, t'as quoi? T'as 3 jours pour réouvrir? On attend en place tout. Comment tu fais pour ton stock? Comment tu fais pour ta communication? Comment tu fais pour reformer les équipes? Tu vas dans l'esthétique, on a reçu le protocole sanitaire 4 jours après l'ouverture officielle. Ouais. Mais c'est des trucs dingues, quoi. Non, mais l'État C'est est des- dépassé aussi. c'est des trucs tout dingues. le monde, donc moi je veux pas tirer. J'aimerais pas être à leur place. Non, moi c'est pour ça. J'aimerais J'adore pas la être à politique, leur mais place. c'est vraiment pas Bon, moi alors, qui me présenter. Quoi. alors, qu'est-ce qu'on demande pour 2021? On demande une méthode pour arrêter de. Non, travailler. de travailler. Même pas de méthode, il faut travailler. Une méthode, Ouais, faut travailler. D'abord on travaille, après on met la méthode. Ou alors on met les méthodes, mais il faut Et y si aller. on se disait que tout l'argent investi dans les entreprises, dans le chômage partiel, on le mettait au service du médical, on réouvre les hôpitaux qu'on a fermés, on donne de l'argent à la recherche, on donne de l'argent à qui Ah, ça c'était ma le première mérite. idée, ça aussi. On est d'accord Il ou fallait pas? de C'est suite quand même payer les toubibs, une les aberration. infirmiers, tout le monde. Il fallait leur filer à eux les primes. Et leur Tu dire, te rends- monsieur, vous travaillez 15 heures par jour, vous êtes d'accord, mais on vous file le double de votre salaire. Ou leur filer 100 balles. Mais tu te rends compte tout le monde partait au qu'aujourd'hui- combat, je suis convaincu, moi. On a fermé
Vous êtes en télétravail. Pourquoi? Pour limiter le flux dans les hôpitaux, mais c'est une aberration. Ils sont là, les hôpitaux fermés, on a juste à les réouvrir et à mettre le pognon à l'intérieur. Encore une fois, on a quand même de quoi se poser certaines questions et je crois que c'est un vrai problème, la notion de confiance qu'on a aujourd'hui dans notre gouvernement, on ne va pas se mentir. On est bien d'accord. Mais je pense qu'eux subissent fort aussi. Après, je pense que c'est pareil, moi je ne suis pas un grand gestionnaire, mais je veux dire que vu d'avion, c'est mal géré. Mais après, encore une fois, c'est super lourd. Quoi. Même se mettre à la place, même pas mort. Quoi. Plus que jamais, il y a un écart qui s'est creusé entre les politiques, enfin en tous les cas, cette strate très administrative et la réalité des choses, la réalité du terrain. Il y a plein de décisions de bon sens, on ne va pas les énumérer là, mais qu'on a tous vécu, qui auraient pu être mises en place et qui n'ont pas été... Donc ça, c'est... On y croit, on est positif pour 2021. Ouais, positif pour 2021. Ouais. Hein oui, on y croit. Bon, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très instructif et très dynamique et vous partagez tous les peines des entrepreneurs du territoire et merci de les avoir partagées avec nous. Merci à tous, bonne journée.